Suite des morts de ma conscience de demain. L'arbre est tombé. Bon, et puis après? Eh bien, Monsieur le Président, comprenez que cet homme-là se veut mon père, sans être réellement mon père. Il n'est en vérité que mon demi-frère. Et puis après? Il n'est pas votre grand-père, ne peut être votre père tout en étant votre arrière-grand-père? De qui vous moquez-vous? Mon arbre généalogique est d'une ramure touffue, Monsieur le Président. Voyez, mon vrai père était le père de mon demi-frère. Enfin, je veux dire, de cet homme-là. Mon vrai père est mort quand je n'avais que 8 mois. Lui, il allait allègrement vers les 80 ans. Et comme ma mère était la plus jeune des 10 épouses de mon père, le conseil des sages l'attribua au fils aîné de mon père, dont la mère avait élevé ma mère. Et le fils aîné qui? Écoutez, soyez simple et clair. Comment la femme de votre père a-t-elle pu élever votre mère, elle-même à la fois femme de votre grand-père, qui était votre père, et de votre frère, qui est votre père? Sincèrement, y comprenez-vous quelque chose vous-même? Pourtant, cela me paraît aussi clair que de l'eau de roche. Le fils aîné de mon vrai père était né de la première épouse de mon vrai père. C'est à cette dernière que fut confiée l'éducation de ma mère, quand celle-ci vint en mariage à 9 ans, chez mon vrai père. La première épouse a donc élevé ma mère, comme le voulait la coutume, au point que ma mère l'a toujours considérée comme sa maman, m'amenant à mon tour à la considérer comme ma grand-mère. En définitive, pourtant, elle n'a jamais été que la coépouse de ma mère, car devenue grande, ma mère reçut de mon père et sa case et ses plantations, comme n'importe laquelle de ses autres épouses. Elle reçut aussi son mari dans son lit. Je suis le résultat de tout cela. Mon père mourut trop tôt, puisqu'il n'a pas eu le temps de me donner un petit frère qui, aujourd'hui, aurait pu me servir de témoin. À la mort de grand-père, je veux dire de mon vrai père, j'appelais mon frère papa, puisqu'il était déjà âgé, père d'enfants dont mes frères et sœurs par ma mère et mes neveux par mon père. C'est-à-dire que ma mère a eu des enfants de mon demi-frère. Ces enfants sont mes frères parce qu'ils sont nés de ma mère. Mais ils sont mes neveux parce que leur père est mon frère. N'est-ce pas simple? Incroyable. Continuez, on décantera après. En grandissant, j'ai été saisie par une passion presque aveugle pour la fille de la demi-sœur de mon père. Je veux dire, mon demi-frère, qui, convenons-en, n'a aucun lien de parenté avec moi. Comment cela? Mais tout simplement parce que la fille de grand-mère, je veux dire de la coépouse de ma mère, ayant donné naissance à cette fille que j'aime, est d'un autre lit. Doucement. La fille de la coépouse de ta mère est ta demi-sœur, comme ton demi-frère. Mais non, pas forcément. Mon vrai père avait épousé sa première femme alors que celle-ci appartenait de droit à un autre homme, car cet homme s'était déclaré aux parents, avait apporté les présents nécessaires et semblait être à l'origine de la grossesse de sa fiancée. Quand mon grand-père se présenta, je veux dire mon vrai père, il remboursa la dot et prit la femme ainsi que l'enfant qui était dans le ventre de la dite femme. C'est l'enfant de cette femme qui, à son tour, a donné naissance à une fille dont je suis tombé éperdument amoureux. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez raconté. Je vais résumer. Vous êtes né d'un père mort trop tôt. Votre demi-frère en a profité pour prendre votre mère, femme de votre père. Mais la première femme de votre père, mère de votre frère, qui prit votre mère à la mort de votre père, avait, selon vous, donné naissance à une fille hors mariage. L'une des petites filles de cette première femme de votre père vous aime et vous l'aimez. C'est bien cela? À peu près, Monsieur le Président. Mais alors, pourquoi la suite? Pourquoi ce viol et cette tentative d'assassinat si, comme vous nous invitez à le faire, l'on doit retenir la description de votre arbre généalogique? Parce que, sous prétexte que cette fille dont je suis amoureux porte le nom de la femme de grand-père, je veux dire de mon vrai père, sous prétexte que sa mère est la sœur de mon père, je veux dire de mon demi-frère, qu'elle est donc ma mère ou ma tante, comme vous voudrez, je n'ai pas le droit de l'aimer. C'est un crime. Moi, Monsieur le Président, j'ai ri sous cape et j'estimais que les choses étant ce qu'elles sont, je pouvais profiter de notre séjour en ville, où nous fréquentions tous les deux un établissement secondaire, pour consolider mes positions auprès de la fille. C'est ainsi que nous sommes devenus des amants en attendant de nous marier. Je ne sais pas trop comment l'affaire s'est propagée au village, mais la cabale qui en est sortie, fomentée et entretenue par la coépouse de ma mère et bénéficiant de l'appui de mon demi-frère, a fait une victime, ma mère.
Au village, on a commencé par mettre ma mère en quarantaine. On l'a chahutée, on l'a franchement injuriée, on l'a menacée avant d'envoyer les autres femmes se battre contre elle. Finalement, on a incendié ses plantations. Et, pour finir, on l'a empoisonnée. La sorcellerie l'a empoisonnée, Monsieur le Président. La sorcellerie. Jeune homme, vous n'étayez votre défense par aucune preuve. En tout cas, votre comportement ultérieur ne pouvait être motivé par une telle situation. Pourquoi avez-vous failli étrangler votre fiancée ou votre maîtresse que vous prétendez pourtant aimer? Je ne prétends pas. Je l'aime effectivement. Et je n'ai pas du tout cherché à l'étrangler. C'est une invention de ses parents qui la terrorise depuis qu'ils ont compris que leur velléité d'essayer de la détacher de moi par des moyens ordinaires est vaine. C'est pourtant elle-même qui a porté plainte, qui a signé cette plainte et qui se trouve en ce moment à côté de vous et qui vous accuse de viol, de tentative d'assassinat, etc. On l'a droguée, Monsieur le Président. On l'a envoûtée. Je n'ai pour toute preuve de mon innocence que ma bonne foi, ma sincérité. Face à la justice codifiée, je suis sans défense. Mais je peux vous proposer un truc, Monsieur le Président. Jeune homme, je vous rappelle que vous avez déjà 21 ans, que vous êtes socialement responsable, qu'on vous accuse à la fois de viol, d'inceste et de tentative d'homicide volontaire. Ce n'est pas avec des trucs que vous allez attendrir le tribunal. Et puis, des trucs proposés à un magistrat de la République conduisent tout droit à un autre âge. Faites attention. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de constater que cette fille n'a pas, non plus, prouvé qu'elle est ma parente, que je l'ai violée, que j'ai essayé de l'assassiner. Ce sont des présomptions. Par ailleurs, la preuve qu'elle apporte est que vous avez grandi sous la protection de la même grand-mère et du même père. Tous les témoins ici présents l'attestent. Vous-même, je récuse le témoignage. C'est un complot de la tradition, des campagnards jaloux contre un garçon qui se débrouille. Monsieur le Président, de tous les enfants de mon vrai père, je suis le seul qui a obtenu son probatoire. Et je vous assure que cette fille n'est ni ma sœur, ni ma nièce, ni... Ne recommencez pas vos histoires abracadabrantes, hein. Réservez-les à d'autres. Moi, je n'y comprends rien, et d'autres magistrats ne comprendraient rien non plus à votre arbre généalogique. Et puis, zut, voulez-vous que je vous dessine cet arbre pour que vous compreniez? Écoutez, Monsieur le Président. Mais dans la salle d'audience, les gens riaient déjà, sans raison apparente. Silence dans la salle! Pourquoi votre intervention provoque-t-elle l'hilarité? Si vous le permettez, Monsieur le Président, je vais vous l'expliquer sur un bout de papier. La fille concernée, qui depuis le début de l'audience parlait peu et semblait dormir debout, dit en souriant au Président, et assez fort pour que tout le monde entendît. Il vous a traité de paire de fesses, Monsieur le Président, parce que vous ne comprenez pas que tous ces gens se moquent de vous. Le Président, furieux, tapa sur la table, chuchota quelque chose au greffier qui sortit pour revenir en compagnie du gardien de prison. On arrêta tout le monde, la fille, son amoureux, les parents et les témoins, car tout le village était là à son procès du siècle. Toute la ramure était là pour attester de sa solidarité et de la légitimité de son action. Vous savez, dit le garçon au groupe de ses ennemis lorsqu'ils se retrouvèrent tous dans une même cellule, vous ne connaissez pas la loi. Moi, je la connais, et le président sait que je la connais. Au tribunal, tout à l'heure, nous avons joué le jeu des gens qui connaissent la loi et non le jeu de vos bêtises du village. Maintenant, nous voilà tous en prison, alors qu'au départ, c'est moi que vous espériez voir aller en prison. Mais moi, je ne resterai pas longtemps avec vous parce que je n'ai rien dit qui blesse le président. J'ai dit zut, qui est un mot des Français, mais que j'ai prononcé en allemand. Et vous, vous avez traduit ça en votre dialecte. Vous avez donc insulté le président. Or, la loi dit qu'il ne faut jamais insulter le président pendant l'audience. Si vous ne retirez pas votre plainte, dont vous savez vous-même qu'elle est inutile, si vous ne demandez pas pardon au président, si vous ne guérissez pas la fille, nous vous laisserons tous en prison. Au moment où le jeune homme terminait sa péroraison, c'est alors que les autres prirent vraiment peur. Leur confiance en eux, leur superbe assurance les abandonnèrent. Le demi-frère père se leva précipitamment pour assurer à son petit parent qu'on retirait la plainte, qu'on était prêt à demander pardon au président, qu'on ne s'opposerait plus au mariage, etc. Alors, viens avec nous, lui proposa le jeune homme fort aimablement. Tous les trois sortirent de la cellule.
Au bureau du président, le jeune homme voulut parler, le premier, mais le président lui coupa la parole pour demander « Pourquoi m'amenez-vous celui-là » Le jeune homme s'empressa d'expliquer. « Il vient vous annoncer qu'il se repente, monsieur le président. » Se repentir de quoi? Se croit-il au confessionnal ici? Se repentir de la mascarade, monsieur le président. Tout ce procès est une perte de temps. Ce monsieur n'est pas mon père et sa petite-fille n'est pas ma parente. Ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir ici. M'avez-vous, oui ou non, traité de père de fesses? Mais non, monsieur le président, j'ai 18. Mais comme je passe pour l'allemand de mon collège et que je m'amuse à germaniser le français, j'ai prononcé cette exclamation à l'allemande. Parce que depuis le début et sous l'instigation de cet olibruis que j'ai amené, ces gens vous traitent de tous les noms en leur dialecte. Ils ont voulu croire que moi aussi j'avais l'outrecuidance en pleine audience de m'adonner à ce genre d'écart de comportement et de langage. D'ailleurs, ce monsieur a tenu à venir pour ça, pour s'excuser. Le président se tourna vers l'autre. Est-ce vrai tout ce qu'il a dit? L'autre, l'homme de la campagne, l'homme des généalogies en pantalonnade, ne comprenait pas très bien ce qu'on lui demandait. Mais il opina du chef, en pensant que c'était cela qu'on attendait de lui. On le condamna à passer 3 mois ferme en prison pour outrage à magistrat et on libéra tous les autres. Et puis zut, l'arbre est tombé.